Vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, votre animateur Mathieu Bellé-Prévost, et je suis toujours avec mon collaborateur Max. Ça va bien, Max? Yeah, boy! Good. Et là, aujourd'hui, on a un nouveau invité. Première présence sur notre podcast. Ça faisait longtemps que je voulais avoir mon émission. C'est Alexandre Dubois. Alors, Alexandre, ça va bien? Oui, et toi, Mathieu? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir mon émission. Car c'est longtemps qu'on parlait, nous deux, de cinéma et je voulais te voir à mon émission. D'ailleurs, c'est entre autres le film qu'on parle cette semaine. Tu voulais en parler. Donc, ça tombe bien. Notre film cette semaine, c'est le nouveau Tomb Raider. On a le droit déjà à 2 films avec Angelina Jolie. Et cette année, on a le droit à une nouvelle version, un reboot, comme on appelle dans le jargon, avec Alicia Vikander. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Un grand classique du cinéma. Voilà, et on va parler entre autres dans l'émission de Spidey, de Transformers et de Lady Gaga. Alors sans attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. On est du côté des chroniques et on commence chaque semaine parce qu'on a vu et écouté. Et là, cette fois-ci, je vais laisser la parole à Alexandre, vu que c'est notre invité cette semaine. Alexandre, qu'est-ce que tu as vu récemment? Tout d'abord, le film de Batman, celui qui est passé en 1989 avec Jack Nicholson qui jouait le Joker. Et le dernier film que j'ai été voir au cinéma, c'est Chien sous enquête. C'était-tu bon? Un bon divertissement, un bon film familial et je m'attendais à quelque chose de léger, quelque chose de drôle, quelque chose de différent. C'est ce que j'ai eu. Ah, ok, c'est surprenant. C'est pas un film qui me tentait de voir. Je sais que Max aime les films de chiens, là. Ah ouais, des chiens qui font des enquêtes. Moi, ça me stimule, là. Ça nous ramène à Toby à l'époque. Oh boy. Et t'as aussi eu la chance de voir le dernier Deadpool, c'est ça? Oui, exactement. J'avais vu le premier au cinéma à l'époque. Le premier qui ne m'avait pas fait rire pour 2 scènes. C'est incroyable. Et le deuxième, de A à Z, j'étais en larmes tellement j'ai ri. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Personnellement, pour que j'aime un film, l'histoire doit être bonne. Parce qu'un film, c'est une histoire qui nous est racontée. Donc je veux une histoire qui se tient. Et l'histoire se tenait. Les blagues étaient drôles. Et puis Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, incroyable. Effectivement, le deuxième film était très bon, très drôle. On l'a déjà critiqué dans notre podcast. On va aller avec Max. Max, qu'est-ce que tu as vu? Ah, écoute, j'ai écouté 2 films qui sont même pas sortis au cinéma cette semaine. Ok. Mais c'était des films que je voulais voir. Et là, je vais commencer avec... le moins bon des deux, selon moi, ça a été Delirium. Delirium, c'est un film produit par Leonardo DiCaprio, imagine-toi donc. Oh oui, j'en ai entendu parler. Avec l'acteur Topher Grace, qu'on a pu voir faire Venom, ou l'acteur principal de That 70 Show. Ouais, je sais qui c'est. Je vais l'avoir. Dans le fond, je résume vite le film. C'est un gars qui sort de psychiatrie après 20 ans, quand son père s'est suicidé, mais sous-entend qu'il s'est tiré une balle. Et dans le fond, il va sortir de l'asile psychiatrique, il va aller habiter dans la maison. Il doit faire 30 jours dans cette maison-là parce que la police le surveille pour être sûr qu'il soit en état de revenir dans la communauté, si tu veux. Et dans le fond, bien entendu, le film va amener des situations un peu horrifiques, même paranormales, dans la maison, et parce qu'on se doute que le père... Mais il y a vraiment un bon twist dans le film. C'est un film que tu vois que le film a probablement pas coûté ben cher. Ça a dû coûter probablement 1 ou 2 millions, pas plus que ça. C'est une maison, c'est tout se passe dans la maison. Mais pour vrai, c'est un bon divertissement, mais c'est très cliché. Il y a beaucoup de clichés là, que je trouve relativement discutables. Même la fin, je la trouve un peu... discutable encore une fois de plus, mais c'était bien. Et pour ceux que ça l'intéresse, quel style de film? C'est un mélange de horreur et de suspense un peu. Ok. Je sais pas si t'as déjà vu le film Les Autres avec Nicole Kidman à l'époque. Non, mais je suis pas un grand fan de films d'horreur, ça faut le dire. Ben, c'est pas vraiment un film d'horreur. Tu vas faire des sauts, mais c'est pas tant horrifique, là. C'est vraiment plus un film d'ambiance. Sinon, j'ai écouté le fameux Mom and Dad avec Nicolas Cage. Matt, ça faisait un bout qu'on s'en parlait, toi et moi. Ouais. Parce que le film avait vraiment eu des bons retours, malgré tout. Et même certains disaient que c'était un des retours de Nicolas Cage. Et je dois avouer que ça a été vraiment une belle surprise. Dans le fond, pour résumer le film, c'est pas compliqué. Les parents, du jour au lendemain, entendent des ondes dans leur tête. Et le film donne une explication, mais je vous le dévoilerai pas, vous l'écouterez en même temps. Et dans le fond, les parents deviennent complètement fous, ils veulent juste tuer leur enfant. Ok. Mais genre, mettons toi et moi, on est 2 parents, ok? Puis on a chacun un enfant, mais moi, j'essaierai pas de tuer le tien. Okay. Moi, je vais juste essayer de tuer le mien. Fait que si moi, mettons, je meurs, mon enfant est en sécurité. Tu vois-tu le genre? Puis dans le fond, les parents deviennent comme en psychose, puis ils vont tout faire pour tuer leurs enfants. C'est ça que Nicolas Cage, comme d'habitude, overplay, là, mais
c'est Nicolas Cage, fait qu'on le pardonne un peu. Mais ouais. ça semble le type de rôle typique de Nicolas Cage dans des films bizarres. Ouais, ben c'est ça, c'est direct ça en fait. Ça peut pas être plus ça. C'est comme un World War Z des parents, genre c'est vraiment bizarre. Mais c'est bien pour vrai. Je te dirais par exemple, j'ai l'impression que tu vois que le film, ils ont mis tout le budget au début, mettons les 20-25 premières minutes, puis après ça reste comme dans la même maison tout le long. Mais ça m'a vraiment pas déplu, puis il y a quand même des beaux fonds là-dedans. Il y en a qui disent que c'est même le meilleur film de ce réalisateur-là. Pour vrai, pour moi, c'est vraiment une belle petite surprise. Écoute, tu m'intrigues beaucoup parce que Nicolas Cage, ces temps-ci, il fait pas de très bons films. Ouais. Moi, non, je suis bien Il d'accord. a une mauvaise passe, comme on peut dire. J'avais écouté il y a pas longtemps, je n'avais pas depuis plusieurs années. P de Ghost, il se fait enlever son enfant par des fantômes. Je vous donne un Oui. Ah, tu l'as vu? J'en ai entendu parler, je l'ai vu à super écran et puis après une demi-heure. On change. Le pire, c'est que le film se tenait pas pire, mais à la fin, là, ça devient n'importe quoi. Il se bat avec les fantômes, en tout cas. Je suis content que Nicolas Cage commence à aller un petit peu mieux parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Et, ces dernières années, j'ai perdu un peu le fil parce que ces films sont. Des nanars. Ouais. Voilà. Et donc, pour ma part. Mathieu, il y a une longue liste cette semaine. Effectivement, faire changement, je n'ai vu qu'un seul film. Tabarnak. Parce que Mathieu a commencé à faire de la drogue. Ouais, c'est ça. Non, j'ai commencé à diversifier mes hobbies. Je lis beaucoup de BD ces temps-ci. Donc, ça occupe un peu plus mon temps. J'en ai acheté beaucoup cette semaine, entre autres. Et donc, je me suis attendu à un film que ça faisait un petit moment que je voulais voir. Parce que ça m'avait beaucoup intrigué. C'était une des grandes nouveautés de Disney. Et entre autres, il y avait Oprah Winfrey dedans. C'est pas rien parce qu'elle fait pas souvent des films. Donc, quand elle fait un, c'est un peu comme un événement. Ouais, en effet. Donc, j'avais vu un petit dernier film qui était un film historique sur la ségrégation des Noirs aux États-Unis. C'est un très bon film qui faisait la femme du personnage principal. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, dans ce cas-ci, c'est un raccourci dans le temps. C'est un film, pour mettre en contexte, dans le fond, c'est avec Chris Pine comme un des personnages principaux. Je dirais que c'est pas mal le seul acteur connu à part Oprah Winfrey dans le film. Puis celle qui sont famille, c'est Reese Spoon. Reese Witherspoon. Ouais, voilà, qui est dedans aussi. Et donc, dans le fond, c'est un monde où il y a un couple qui est entre autres joué par Chris Pine et une autre actrice, qui c'est elle, l'actrice afro-américaine qui joue dans le Danny Cloverfield, qui est très mauvais, qui fait la britannique dans le film. Et dans le fond, on a une fille. Et dans le fond, c'est les scientifiques qui ont découvert que il existe plusieurs multivers et qu'on est tous reliés entre eux, et que si on veut, on peut voyager à travers les univers juste en se concentrant nous-mêmes. On peut se téléporter dans les autres univers. Et ils se font rire d'eux et ils perdent toute crédibilité. Et le père croit toujours au projet et il va découvrir par hasard comment ça fonctionne. Il va disparaître. Et là, on fait un bond dans le temps. On se retrouve quelques années plus tard où on suit la fille de ce couple-là, qu'elle elle croit toujours que son père est en vie et qu'elle peut le retrouver. Et elle se trouve embarquée dans une quête pour le sauver parce qu'il a traversé plusieurs univers. Il est en danger. Il va être aidé de 3 esprits, dont une qui est jouée par Oprah Winfrey et une autre par Reese Witherspoon. Merci, j'ai de la misère avec son nom. Et une troisième actrice qui est moins connue, que je connais pas le nom. Et ces 3 esprits-là vont la guider à travers les mondes pour retrouver son père. Et c'est le côté artistique de ce film-là est incroyable. Les décors, ça coupe les souffles. Les effets spéciaux sont quasiment tous incroyables. Il y a quelques petits anicroches au début et à la fin du film. Dans l'ensemble, c'est très beau. Par contre, l'histoire est longue. Puis elle manque beaucoup de mordant puis de chair. Écoute, je me suis un peu endormi en écoutant le film. Il faut admettre qu'il était 1h du matin, mais... C'était laborieux, quoi? Ben, c'est parce que le film, pour le 3/4 du film, se passe comme si ça allait bien. Oui. C'est joyeux, de la couleur, ils se promènent, ils voyagent, là. Puis c'est tout concentré à la fin du film, où que là, il y a le problème, puis il y a le méchant. Puis le méchant du film, c'est mauvais. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un livre. Ouais, il y a eu un livre et que j'ai lu. Moi, j'ai lu ce livre-là au secondaire, puis c'est la même chose dans le livre. Il y avait 2 ou 3 chapitres où on était vraiment genre wow, puis le reste est comme... Mais il peut-tu se passer quelque chose de plus que ça? Et si je me souviens bien, il y avait déjà eu un vieux film de fait. C'était dans le fond, ce film-là, c'est un remake. Ah, je l'ignorais pour l'occasion. Je savais juste que c'était basé sur un livre. Reste que le côté artistique est incroyable, mais pour l'histoire, on repassera. C'est un bon divertissement. Mais c'est pas les meilleurs films que j'ai vu récemment, ça c'est certain. Par contre, j'étais content de voir entre autres Oprah Winfrey, qui est, je trouve en mon sens une très bonne actrice, qui malheureusement fait pas beaucoup de films, mais je peux la comprendre, elle a une vie très occupée, cette femme-là. Mais il reste je trouve qu'elle a un fort potentiel de faire des rôles assez variés. Puis il y a Chris Pine, que j'aime le voir qu'une barbe, parce que ça fait différent de le voir sans barbe. Tu te sens pas tout seul? Parce que Chris Pine, d'habitude, il a toujours le look frais rasé, tout ça, et là, dans ce cas-ci, il est un peu dépareillé avec une barbe, tout ça, mais genre, à un moment donné, il y a un zoom sur son visage, je vais finir avec ça, puis
je suis comme, comment il fait pour avoir des yeux aussi bleus? Les yeux de Chris Pine, là, c'est... Ils font capoter. Écoute, mais t'as jamais vu ses yeux bleus, man? C'est comme un bleu, genre ciel. C'est quasiment impossible. Vous dites que c'est des yeux, vous dites qu'ils font des verres de contact. Il y a des très beaux yeux, Chris Pine. Je suis jaloux de ses yeux. Mais faut pas s'attendre à grand-chose là, quand on voit ce film-là, Non, c'est ce ça. film-là, ben, on va le regarder pour le côté esthétique. Les décors sont incroyables. C'est Disney. Disney met toujours le paquet pour les effets spéciaux. Mais le scénario, malheureusement, ne vient pas chercher. Surtout que là, on suit principalement des enfants. Et c'est pas parce qu'ils sont, c'est des enfants qui sont mauvais, c'est juste que il y a comme moins de... Inexpérience. Voilà, c'est ça, voilà. Il y a moins de chair aussi qu'on trouve autour d'eux. Reste qu'ils sont marquants à leur sens, mais dans l'ensemble, le scénario est assez moyen. Et surtout, le méchant à la fin, écoute, c'était mauvais, là. C'était ordinaire. Fait que tu lui donnes combien sur 5? Si je devrais donner une note pour ce film-là, c'est une très bonne question. Je pense... Je pense que t'as peut-être une critique. Bon point. Je donnerais peut-être un truc comme un 2.5 là, à ce film. Parce que je sais pas si on va en parler au show. Ouais, ben, pas sûr que tu vas aimer ça écouter ce film-là. Ben, je crois qu'il a assez fait le tour pour faire une émission. Mais tu sais, j'ai pas parlé en détail de l'histoire, mais j'ai dit quand même quelques éléments. Ouais. Bref, on va être du côté des nouvelles. Et je vais laisser Alexandre commencer, vu que c'est lui qui a une seule nouvelle, et c'est quand même une grosse nouvelle. C'est un nouveau film. Oui, on a annoncé Bumblebee, qui était un prequel qu'on va appeler en anglais, Ouais. des Transformers. Et quand j'ai vu la bande-annonce, c'est Hailey Stenfield, qu'on a vu dans les Pitch Perfect, entre autres, Ouais. et John Cena. Et moi, le problème que j'ai avec ça, c'est Le film? c'est Hailey Stenfield. Est-ce qu'elle est vraiment bien... Est-ce que c'est son style de rôle? Parce que si c'est un prequel, comment les Transformers sont arrivés? Donc, tu dois passer d'Hailey à Megan Fox. Est-ce Ouais. que c'est vraiment le précurseur de Megan Fox qu'on Ouais, va mais avoir? je te laisse deviner, mais il y en a une sur deux qui sait jouer. Ouais, ça, il y a des points qui sont marqués Si ici. tu parles de Megan Fox, c'est ça? Faites vos conclusions. Oui, mais c'est le seul problème que j'ai. Sauf que je m'attends encore à voir quelque chose de grandiose, comme dans les premiers Transformers, les deux premiers qui étaient meilleurs que les autres, qui étaient grandioses. Après ça, ça a diminué. Sauf que c'est le point d'interrogation. Hailey Stenfield, qui est une bonne actrice, une excellente jeune actrice, sauf qu'est-ce qu'elle est vraiment dans son type de rôle? C'est la question que je me pose. Et ça s'en vient pendant le temps des fêtes. À la fin de l'année, si je ne m'abuse. Moi, j'ai autant hâte de voir ce film-là qu'il me fait faire une coloscopie. Max n'aime pas la saga des Transformers. Ben là, attends. J'ai fait écouter le dernier récemment et il a vraiment pas aimé ça. Hey, j'en voulais à Mathieu, j'en veux 2h30. Ben, man, genre, je te comprends. Moi aussi, t'as fait écouter le dernier. Fais-y écouter le premier. Là, on s'en reparlera. Ouais. J'ai fait le premier. Je l'ai trouvé moyen. J'avais trouvé ça correct. Hey, je me rappelle au cinéma, c'était long. Hein. Mais là, moi, je pense que c'était le film le plus long que j'étais allé au cinéma, là, puis j'avais hâte de partir. Là. C'était Superman Returns dans le temps. Oh mon dieu. Ah, t'en parles souvent à l'émission. Ah, je l'ai eu, ce film-là. Ouais. Bref, pour ma part, le film a l'air intéressant, Bumblebee. Il a l'air d'être revenu à l'origine de ce qu'on était habitué de voir des premiers films, que la qualité était plus là au rendez-vous, autant scénario que côté réalisme, côté effets spéciaux. Ouais. Et j'ai aimé la façon que la bande-annonce est montrée. C'est comme un film plus profond, plus historique. J'ai l'impression qu'il y a moins d'effets spéciaux dans ce film-là. Il y a moins d'explosions. Il y en a, on le voit, parce que c'est des Transformers. Reste qu'on voit qu'il n'y a pas la touche Michael Bay qui commençait à être de trop. Michael Bay qui a le contrôle total sur la saga depuis le début. Et que là, ça va faire du bien, je crois, d'avoir un nouveau réalisateur sur le film. Ça va être beaucoup plus familial. Ça, Ouais. c'est l'impression que j'ai. Ouais. Mais moi, le gros questionnement, c'est la mise en contexte. Est-ce que, dans le fond, ce film-là est là pour ça, pour une mise en contexte? Ouais, mise en contexte, ouais. On verra s'ils vont réussir à faire le pont entre la saga et ce film-là. La première annonce donne quand même plusieurs éléments, mais on verra dans la suite. Je vais écouter ce film-là honnêtement pour voir si c'est une bonne préquelle. C'est toujours intéressant de voir des préquelles à des sagas. Et John Cena dans ce film-là. John Cena, ça c'est incroyable comme c'est un peu comme The Rock là, c'est un acteur qu'on aime ça voir dans les films. Qui nous fait rire. Il nous fait rire par sa présence. Puis il a une bonne personnalité, il est vraiment le fun à voir. Donc on verra, je pense que je vais être de mon bord avec mes nouvelles, ça te dérange pas Max? Non, vas-y. D'abord, HBO a demandé un pilote pour une série préquelle, encore une fois on parle de préquelle, de la série Game of Thrones, qui est leur série phare depuis quelques années. C'est la série qui fait démarquer HBO de la plupart de ses concurrents. Et là, tellement qu'elle est populaire la saga, ils ont décidé de faire une préquelle, donc qui va se passer 1000 ans avant la série actuelle. Mais ça, c'est un danger. Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un danger d'avoir un succès comme Game of Thrones et de faire un prequel. Tu peux te réussir
Comme tu peux te un planter. chef-d'œuvre, mais t'as plus de chances de te planter. Moi, je suis d'avis. À quel point Fear the Walking Dead est populaire. Hein. Ouais. Fear the Walking Dead avait mal parti la saison 1, mais j'ai écouté les 2 premières saisons, et la deuxième saison était incroyable en termes de qualité, et même elle rose le ton par rapport à la série Walking Dead pour beaucoup d'aspects. Je sais pas si la troisième saison est aussi bonne, mais dans un sens, elle était rafraîchissante la préquelle, mais reste que Walking Dead était à la base meilleur que cette série-là. Pour Game of Thrones, ça va être dur de battre Game of Thrones en soi. Oui, parce en que effet. c'est cool comme série maintenant. Il reste une saison qui s'en vient l'année prochaine. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire une série aussi bonne en termes de qualité? On va le savoir. Reste que c'est toujours le fameux créateur de Game of Thrones qui est toujours sur la série. J.J. Martin, qui va être toujours... il va écrire les histoires et tout ça. Donc, ça va rester profond. On verra voir si ça va être toujours la même qualité en termes de scènes d'action, de scénario et de scènes de nudité pour Max. Et donc... J'ai écouté les 2 premiers épisodes, c'est tout. Ben, moi, j'ai un doute aussi. J'ai l'impression qu'ils vont se planter. C'est à double tranchant. Moi, je dis, on va attendre de voir les premières images pour voir ce que ça va donner. À la défense, comment elle s'appelle la série avec le gars qui commence en bobette avec une chemise verte qui a le cancer là? Breaking Bad. Breaking Bad, Il y ouais. a Better Call Saul qui joue, puis ça a l'air que c'est pratiquement aussi bon que la série originale. Ah, j'ai pas écouté cette série-là. Ah ouais, la série est vraiment populaire, ça a l'air. Ah, ok. Pour continuer, c'est une belle découverte, c'est une balance que je suis tombé là-dessus cette semaine et je savais pas que le projet allait arriver. C'est le premier film réalisé par Bradley Cooper, un acteur que j'adore beaucoup, il est dans mon top de mes acteurs préférés dans les dernières années. Je l'ai découvert avec le film Sans Limite que j'ai trouvé incroyable. Il s'est vraiment démarqué depuis... voyons, depuis Son les Oscar. Hangover, là. Oui, puis ben, pas son Oscar, mais le Silver Lining. Ah, je sais pas. Ou Globes? Miss Miss Le film avec Jennifer Hunger Lawrence. Game, oui, Ouais, avait gagné l'Oscar. Ah, c'était vraiment bon, ça. Je trouve que vraiment on peut voir avec ce film-là le vrai Bradley C'est Cooper. un acteur qui est en pleine montée. Je sais Ascension. même pas s'il fallait que Hangover décide de revenir en faire un 4ème, s'il reviendrait. C'est une bonne question. Il est tellement rendu haut. Effectivement, il fait des gros films. Là, maintenant, il est rendu qu'il réalise. Il va réaliser qu'il joue dans le film A Star is Born, qui est un remake d'un remake. C'est la troisième fois qu'ils vont faire ce film-là. Et cette fois-ci, c'est avec la star de Lady Gaga, qui a commencé à faire quelques rôles d'actrice. Entre autres, elle a joué dans une série d'horreur. Elle espérait être très bonne dans cette série-là. Ah oui, American Horror Story. Oui. Ouais, Yes. elle espérait être très bonne là-dedans. Et j'ai lu le commentaire, il y a beaucoup de gens qui sont contents qu'elle ait été choisie. À la base, c'est censé être Beyoncé, mais finalement, à cause de conflits d'horaire et tout ça, ils ont décidé de prendre Lady Gaga. Et la bande-annonce, moi, j'ai trouvé incroyable. Elle est pas en grossesse, Beyoncé? Elle était, mais elle est plus, il me semble. Ouais. Mais- Et en tout cas, la balance, pas assez. la balance, je la trouve incroyable. J'ai adoré la musique dans le film. J'ai adoré le personnage de Bradley Cooper. J'ai hâte de voir le film en entier. Je connaissais pas ce film-là à la base. J'ai pas vu les premiers. Et écoute, moi j'ai écouté la balance 3-4 fois d'affilée juste pour la musique. J'adore ce genre de musique-là. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette balance-là. Ouais, ça m'intrigue. Je sais pas si j'irais voir au cinéma, par exemple. Moi, Je suis intrigué. Moi, j'irais le voir au cinéma, mais ça m'a rappelé un peu l'histoire de Lady Gaga, cette fille-là qui était, à ce qu'on dit, une danseuse et qui s'est fait connaître. Et aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques années au Super Bowl, lorsqu'elle oui. avait fait l'hymne national. C'est son moment, le moment où on va se souvenir, même un moment de sport marquant, l'interprétation de l'hymne national par Lady Gaga. Puis, j'aime ça d'avoir des films où tu te rapproches du personnage. Et comme Bradley Cooper le fait souvent, mais Lady Gaga, je trouve, comme j'ai dit, c'est très semblable à son histoire. Donc, les émotions, c'est certain qu'il va y avoir des émotions dans ce Généralement, film-là. j'ai de la misère avec les chanteuses dans les films. Entre autres, Rihanna qui fait de plus en plus de films, j'ai bien de la misère avec elle. Entre autres, elle joue dans Debbie Ocean qui vient de sortir au cinéma, qui me rend sceptique. Puis je l'avais vu dans Valérien que je l'avais pas aimé. Et Non. dans ce cas-ci, Lady Gaga me surpris aussi parce qu'elle est simple dans le film. C'est une personne qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup de maquillage, de costumes, tout ça. Et là, ici, elle fait un rôle vraiment très simple, ce qui est surprenant. Il y en a beaucoup qui l'ont pas reconnu sur le coup. Ben, on la voit comme plus grande que nature et là, on la voit comme plus humaine. Voilà. Ça, c'est un côté que j'aime bien. Moi aussi j'aime bien, donc j'ai hâte de voir pour le film en entier. Dernière bande-annonce que je vais parler, après je vais laisser le tour à Max, c'est la bande-annonce du film d'animation Spider-Man Spider-Verse, qui est le prochain film d'animation dans l'univers de Marvel.
parce que outre l'univers des films, en vrai, il y a toujours un univers de films d'animation qui en sortent beaucoup à chaque année, autant DC que Marvel. Et cette fois-ci, c'est un nouveau film de Spider-Man en animation. On avait déjà brièvement parlé il y a quelques temps de ce film-là. Et là, on a droit à une première bande-annonce que j'ai trouvé incroyable. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point. Ouais, puis j'aime vraiment beaucoup l'esthétique du film aussi. Les dessins sont très beaux. Ouais, ben on n'est pas habitué d'avoir un autre Spider-Man que Peter Parker. Aussi. Ça va être intéressant. Ça va être sûrement rafraîchissant vu qu'on est rendu déjà à 3 Spider-Man au cinéma. Et ça commence à être un peu. Pour beaucoup de personnes, ça commence à lever le cœur dans le sens que voir trop de Spider-Man, à un moment donné, on perd le désir de vouloir le voir. Et là, de prendre un nouveau Spider-Man, comme tu dis, Miles Morales, qui est le nouveau Spider-Man des comics, qui est un jeune afro-américain. Ça va faire changement, je crois, et on le voit dans la bande-annonce, c'est rafraîchissant. Donc, une belle histoire dans l'univers Spider-Man, j'ai hâte. La bande-annonce est très bonne, donc j'ai hâte de voir le film, donc voilà. Et l'aspect plus familial, un dessin animé, c'est pour toute la famille. Donc ça, c'est toujours plaisant de voir des jeunes enfants ou de voir des grands adultes qui sont toujours enfants aller voir ça. C'est toujours plaisant. Parce qu'on le sait qu'on va aller le voir. Ah, c'est ça! J'en visais 3 aussi, fait que nous 3, mais ça va être plaisant de voir de tous âges aller voir un film comme ça. Exactement. Alors Max, toi tes nouvelles. Moi j'en ai pas mal cette semaine, le bro. Vas-y. Premier trailer que je vais parler, c'est un des films qui je pense qui est beaucoup attendu, surtout dans le monde qui triple. Tu sais, qui triple film d'horreur intense, là. Mais c'est le retour de Halloween, produit par John Carpenter, qui a réalisé à l'époque le tout premier Halloween, qui est cultissime, là. Ouais, ben oui. On en parle encore, il a laissé sa marque, juste la chanson de thème. On l'entend, on le reconnaît tout de suite. C'est vraiment là, c'est un film d'horreur qui a eu une énorme influence, autant sur le cinéma traditionnel que sur le cinéma d'horreur, sur les slashers. Et dans le fond, on a le droit à une réelle suite parce que tout ce qui a été fait par la suite ne compte plus. On a décidé de se dissocier de ça et on s'en allait complètement dans une direction opposée. De toute façon, dans les derniers Halloween, d'après moi, c'est tous des navets. On a vraiment été malchanceux. Quoi que le premier Rob Zombie était pas pire, mais lui avec Busta Rhymes, là, oh boy. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Si vous en rappelez pas. Suivi les Halloween. C'est tout à fait normal. T'es pas le seul. Bref, c'est ça. Dans le fond, le film se passe comme, je pense, 30 ans après. Et dans le fond, on va revoir le tueur Michael Myers. Et non, Mike Myers, je précise. Et dans le fond, je vais pas envie de vous en dévoiler trop, mais je sais pas Sigourney Weaver, comment elle s'appelle l'actrice? J'ai un blanc. Bon. L'actrice elle revient, l'actrice principale. Mais l'actrice principale qui était dans le premier est de retour, elle reprend son rôle à l'air d'une vieille folle. Tu sais la dame qui lance des shows dans les Simpsons là, c'est comparativement à ça. Mais qui va réaffronter Michael Myers. Alors je suis franchement intéressé et extrêmement intrigué. Pour la suite, dans le fond, on a un film qui a été annoncé par la Warner Bros. Un film que j'ai tellement hâte, je suis tellement enthousiaste. Je sens tellement que ça va être de qualité parce qu'on a eu juste des bons films à date. Puis il est sarcastique. Puis c'est tellement... Non, je suis pas sarcastique, voyons. Et je l'attends de pied ferme pour lui lancer des pièges au visage. C'est un film sur le Joker, mettant en vedette Jared Leto, que je trouve que Jared Leto, c'était probablement le seul point fort du film qu'il y avait dans Suicide Squad. Tu vois, moi, j'ai détesté Jared Leto. Vois, moi, j'ai pas aimé Jack Nicholson. OK, mais j'avais adoré Heath Ledger, comme tout le monde. Ça, c'est parce que c'est unanime, là. Ouais. Fait mais je crois que il y a moyen d'amener de quoi. Moi, je trouvais ça intéressant de voir un Joker plus gangster. Je trouvais ça intéressant. Ça, c'est une interprétation différente. Parce que Joker, tu peux l'appliquer à plusieurs sauces, puis ça fait. Exactement. On peut voir au fil de l'histoire, les Jokers ont tous été différents les uns des autres. Ouais, ben c'est ça. Si tu regardes mettons, Jack Nicholson, Heath Ledger, un gangster, puis Jared Leto ont tous été différents. Ouais. Fait que je suis vraiment non, je suis pas intrigué, mais ils vont me le vendre, c'est ça qui va arriver. Ils vont te le vendre, c'est sûr. Là, en plus, il y a un autre film de Joker qui s'en vient. Un film sur Harley Quinn. Fait que dans le fond, laisse aller le voir, puis il va nous faire le résumé. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y a même si on sait que le film sera pas bon, on va le voir. Ouais. C'est DC, on peut pas s'en empêcher. C'est genre, on a eu une surprise avec Justice League, on n'a pas trippé, là, faut pas. Mais c'était correct, là, on s'entend, c'était passable. Là. Ouais.
Sinon, bref, le film s'en vient et on sait pas trop, on en sait pas grand chose. C'est juste un parmi les 40 films annoncés par la Warner Bros. Alors, on va voir. Sinon, How to Train Your Dragon 3 a eu sa fameuse bande-annonce. Beaucoup la comparent un peu à l'évolution de Captain America. Oui, à cause de sa barbe. Il y a eu beaucoup de mimes là-dessus. Parce qu'on voit le jeune, qui j'ai pas le nom du personnage évidemment, j'ai l'air moins épais de même, avoir une réelle évolution. On voit ce qui s'est passé après le drame de la fin du 2. Je le dirai pas pour ceux qui l'ont pas vu. Hein, Mathieu? Ouais. Alors, Alex. Alex l'a pas vu non plus. Ah, tu l'avais pas vu, excuse-moi. Et dans le fond, on voit que le dragon principal va se faire une copine. Ils vont lui l'amener dans un monde avec encore plus de dragons. J'en dévoilerai pas trop, mais ça semble vraiment... D'ailleurs, l'animation est de grande qualité ici. Je pense qu'on peut tout être d'accord C'est du là-dessus. DreamWorks, donc. Ouais, Ouais, mais c'est ça. c'est ce qui est important avec un film d'animation, c'est de... Faut y t'sais, croire. nous, en tant qu'adultes de 25, 26, 27 ans, on veut retomber à 8, 9, 10 ans. Ouais, c'est On va être émerveillés, en gros. Je le sais que Oui. Toy Story 4, que je n'attends pas du tout, je vais aller le voir, tu sais, puis j'espère juste que ce soit bon. Effectivement, puis pour ce film-là, j'ai pas encore écouté la saga. Ils sont à 3 films, puis d'ailleurs, il y a une série TV, comme je te mentionnais tantôt. Parce que ça a beaucoup pogné comme univers. Ouais, il y avait un jeu à la Super Smash Bros. Aussi qui est sorti. Ah ouais. Ça a l'air que c'était bon. Ah, ok. Mais bref, c'est une saga qui m'a intrigué Well. beaucoup. Je n'ai pas encore eu la chance d'écouter, mais comme j'ai déjà mentionné l'émission, les films d'animation, moi je suis sélectif. Il faut me convaincre, il faut me le vendre pour que je puisse l'écouter. Donc, mais je pense que la balance m'a quand même convaincu, ça a l'air intéressant. Je pense que je vais m'y mettre. Je vais sûrement écouter le 1 bientôt pour m'en faire une idée. Et sûrement en reparler bientôt au podcast. Et je pense que ça, c'est encore quelques nouvelles. Oui, un autre trailer, parce qu'on On a eu tellement beaucoup. parlé. Ouais. On a eu, Ben, j'aime ça. on a eu un rapidement de Wreck-It Ralph 2 qui semble être une grosse pub pour Google puis Amazon. On reviendra plus tard. Sinon, on a eu un trailer pour Lego Movie 2. J'ai vraiment The Second Part, faut dire. Ouais. Moi, j'avais vraiment apprécié le premier. Le premier est clairement une grosse pub, elle aussi, mais c'est une pub bien faite. J'ai vraiment eu du plaisir dans écoutant le premier. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle réalisation. Il y avait un bon humour, il y avait un beau message. Il y avait vraiment des efforts qui étaient mis. Puis je trouvais qu'il y avait moyen d'oublier que c'était un produit qu'on regarde. Là, c'était un vrai film d'animation avec une vraie histoire. Et je trouve que c'était vraiment de grande qualité. Le deuxième semble vraiment être encore dans la même lignée. Chris Pratt refait la voix du personnage principal. Batman est de retour pour un rôle qui semble plus mineur, par exemple. Mais... Je pense qu'il ne va pas en abuser trop vu qu'il vient d'avoir son film. Là. Ouais, puis Lego Batman Movie, c'était vraiment bon. Qui continue comme ça, puis il va me vendre, les Lego Ah ouais, Movie, ouais. Mais c'est épouvantable comment Lego Ninja Go a passé sous l'oubli. Il y a personne qui s'en est rendu compte, c'est sorti. Ouais. Mais je pense qu'il y a personne qui l'attendait non plus. Mais apparemment, il était pas bon non plus. Ouais. Ah, fait que non, c'est ça, j'ai vraiment hâte de le voir, puis je suis vraiment intrigué. Et comme dernière nouvelle, je n'ai pas vu encore la saison 2. Je suis en retard sur toutes mes séries, ça n'a pas de crise On d'ensemble. va te sortir ta liste, tu vois, ça Moi, ça a juste pas de sens, je suis Il vraiment y en a un qui a des devoirs. Ouais, Ah ouais, j'en ai. Mais je pense qu'il faudrait que je passe l'été en dedans. pas le choix. 30 Reasons Why. En plus, j'ai vu, il y a comme un meme qui roule sur internet, pis c'est juste une grosse mop. Tout le monde dit que c'est ce que je retiens le plus de 30 Reasons Why saison 2. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé avec une mop? Ouais, Je suis vraiment intrigué. Moi, je me dis que le bout de la mop a été quelque part. Bref, fait que c'est ça, Netflix a officiellement annoncé une saison 3, même s'il y a beaucoup de monde qui se bat pour que la série ne soit pas ouais, ben renouvelée. il y a une pétition qui a été lancée il y a quelques semaines déjà à la sortie de la deuxième saison pour que la série soit retirée de Netflix. Ouais, ben ça vient sûrement d'une maman en région qui est par tout ce qu'elle voit, là. Elle pense que Trudeau, ça veut dire Trudeau, là. Fait que c'est ça. Alors, ça a été renouvelé pour une saison 3. La série, elle raconte un immense succès, même s'il semble que la deuxième a eu des retours plutôt négatifs, malgré la première saison que j'avais trouvé de haute qualité. Alors, c'est officiel, Netflix s'en occupe et on va avoir une nouvelle saison. Bonne Très nouvelle, très ça. bien. Ouais, c'est une série qui est dans ma liste à écouter. On m'en parle régulièrement. Donc, c'est Il a Guillaume Christ. jamais écouté Stranger Things. Moi non tabarnak. plus. Ouais, allez-vous-en. Max, je veux te dire quelque chose, ok? Je m'étais promis cette semaine d'écouter Stranger Things pour t'en parler en fin de semaine. Puis, Ça me fait tellement de la peine. je sais, je te fais de la peine. Je vais faire l'effort, je te jure. Je veux l'écouter parce que je sais que tu veux que je l'écoute. Et donc, je vais essayer de le faire prochainement. Je vais essayer de me faire un marathon. Je vais tout écouter les saisons. Je pense qu'il y a 2 saisons de sortie. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça serait quoi Fait que tu vas me voir plus souvent chez vous, là. Tu veux écouter avec moi? non, tu vas pas écouter ça avec Mathieu. Mathieu, c'est une journée. Ouais, c'est une journée. Pense 30 secondes. C'est 24 heures d'épisode, il va le faire. C'est pas parce que j'ai écouté 2 saisons de Monk cette semaine que je fais ça en une journée, voyons. Un épisode,
épisodes là-dedans. Je me suis trompé la semaine passée, c'est 16 épisodes par saison. Où on se rend en station après ton chiffre, puis on écoute ça jusqu'au lendemain. Je m'en mets mon sleeping bag, non. Bref, là, cette semaine, il n'y a pas de zone cinéma. Par ma faute, je l'assume. Ouais, Max l'assume. Il y a un problème de drogue. En tout cas, il faut qu'il voit son dealer tantôt. J'aime la cocaïne. Ouais. Bref, surtout arrête d'essayer d'en vendre à Alex en veut pas. Donc là, on va aller du côté de la zone non-spoiler pour parler du film de cette semaine qui est Tomb Raider. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors on est du côté non-spoiler et je le rappelle cette semaine on critique le film Tomb Raider, le nouveau film qui est un reboot de l'univers de Tomb Raider. J'ai eu le droit à 2 films comme j'ai mentionné avec Angelina Jolie et c'est réalisé par Road Hogg. Ouais, si tu me permets, je vais en parler 30 secondes. Je suis allé voir ce qu'il a fait comme film puis c'est tous des films d'une autre langue qu'on ne connaît pas. Je peux même pas te nommer des films. Le seul que j'ai pris, c'est The Wave. Et The Wave, je n'ai aucune idée c'est quoi. J'ai juste pris parce que c'était le seul qui avait un titre en anglais. Fait que c'est un réalisateur un peu connu ici, c'est ça? Pas en tout connu. Voilà. C'est assez douteux comme choix aussi de réalisateur. Moi, être honnête avec toi, là. Ah ouais, à ce point-là. Je vais aller te chercher de où qui Il vient. est norvégien. Norvégien. Tu vois, je savais même pas qu'ils avaient leur propre langue. Bref, mais c'est intéressant parce que l'actrice principale, Alicia Vikander, est suédoise, voilà. Et donc c'est elle qui fait Lara Croft. On a Dominic West qui fait le père de Lara Croft, qui est Robert Croft, je crois. Ouais, quelque chose comme Richard Croft. Mais c'est Richard Croft. Alexandre qui est là pour me reprendre, c'est très bien. On a aussi Walton Goggins qui fait le méchant, qui fait Mathias Vogel, que j'ai beaucoup aimé. On a Daniel Wu qui fait Lourang, qui est un ami qui va aider Lara Croft dans son périple. Et on a aussi Christine Scott Thomas qui fait la tante de Lara Croft, Anna Miller. L'associé de Richard Croft, en fait, dans la compagnie, Ouais. qui est une grande actrice française, d'ailleurs. Effectivement, j'avais déjà vu. Et on a aussi, entre autres, dans le film, Nick Frost, un grand acteur britannique que j'aime beaucoup, qui fait Max, le propriétaire du pawn shop qu'on peut voir au début du film, qui est un acteur que je trouve très bon, que j'aime voir parce qu'il a un bon côté comique, mais il est capable de faire aussi du sérieux. Donc, ça c'est pour le casting. C'est produit par Metro Goldwyn Mayer. Je pense que c'est eux autres qui ont le lion, là, tu sais, le rap. Ouais, c'est le lion. Et c'est distribué par Warner Bros. Pictures. Et côté critique, Metacritic a donné 48% d'avis positifs. C'est quand même Bon. Ordinaire. mais le public est un petit peu plus rendez-vous avec 66%, qui est quand même appréciable, ça veut dire pour le public. Rotten Tomatoes est dans les mêmes chiffres avec 49% d'avis positifs pour le côté professionnel, ce qui est moyen en soi. Et 61% du public, donc un petit peu plus sévère, ça reste passable. Mais c'est pas extraordinaire en soi. Max, le box-office? Un budget de 90 millions de dollars avec des retours de 273 millions. Vous allez me dire, mais c'est pas si pire. Non, le film est considéré comme un échec commercial. C'est très peu parce qu'il a fait ça worldwide. Là. C'est vraiment toute la planète qui a ramené seulement 273 millions. Il a même pas remboursé son budget au domicile. Ce qui en fait un échec commercial, malheureusement. Ce qui fait en sorte que la suite est précaire en ce moment. Ouais, puis ça a l'air qu'Alicia Vikander ne reviendrait même pas. Ouais, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le choix de l'actrice. On en reviendra en quelques instants. C'est basé sur l'univers du jeu du même nom qui est de Tomb Raider et plus précisément de la nouvelle saga qui ont entrepris il y a quelques années avec 2 jeux actuellement. Puis il y en a un troisième qui s'en vient qui voulait sembler comme un reboot plus réaliste de l'univers de Tomb Raider parce que l'ancien Tomb Raider ressemblait plus à Angelina Jolie qu'on connaissait à l'époque, plus bombe sexuelle. Et là, on voulait faire quelque chose de plus réaliste. Donc, c'est la version qu'on a le droit ici. On va aller du côté des acteurs. Je vais vous demander votre opinion. Je vais laisser parler un peu à Alexandre parce qu'il est très silencieux en ce moment. Parle-moi de l'actrice Alicia Vikander. Qu'est-ce que t'en as pensé dans le film? J'ai détesté. Je trouvais que c'était un mauvais casting. Et la comparaison que j'ai faite, c'est un peu avec les Jokers. Jack Nicholson vis-à-vis Heath Ledger. Jack Nicholson qui était un petit peu plus, pas réaliste, mais plus, qui était comme plus BDiste, un peu comme Angelina Jolie. Et Heath Ledger qui était dans le possible, qui existait, mais que lorsque tu le voyais, l'aura autour de lui était plus, ce qu'on va dire en anglais, larger than life. Donc, un peu la même affaire avec Angelina Jolie, qui était plus BDS, mais qui avait un aura autour d'elle, et Alicia Vikander, plus réaliste, mais sans tout, qui fait fille de tous les jours. Et pour moi, Lara Croft, c'est supposé d'être wow, de venir te chercher, d'être en étant réaliste, larger than life, d'être plus grande que nature.
D'accord. Max? Alicia Vikander, à la base, quand elle était annoncée au casting, moi, j'étais comme, ah, ouais, ça peut être intéressant, tu sais. Puis oui, comme tu dis, Alexandre, c'est vrai qu'elle est très... elle a pas d'âme, en fait. Le personnage n'est pas capable de l'interpréter comme je l'attendrais d'avoir... Tu sais, souvent, on dit que c'est important de pas écouter les fans, mais il y a certaines choses que c'est important de rester fidèle aux comics, à l'œuvre originale. Et pour moi, Alicia Vikander est comme... Tu peux pas avoir plus plat que ça comme actrice dans ce film-là. Je sens pas l'aura de Lara Croft. Je sens juste une actrice qui aurait pu jouer dans un film de Fast and Furious. Là. Et c'est dur de reprendre un rôle qui a été joué par Angelina Jolie. Oui, aussi. Mais tu sais, vu que le personnage se rapprochait plus de ce qui est actuellement l'univers au niveau des jeux vidéo, je trouvais que ça aurait pu être intéressant. Mais là, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle fait juste la fille banale, mais qui, tu sais, comme tu dis, quand je vois Lara Croft, moi, j'ai envie d'être ébloui, pas nécessairement par sa beauté, mais par sa présence puis sa prestance. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, c'est ce que je ressens pas avec Alicia Vikander. Puis même ses origines dans le film, pour moi, c'est du sous-cinéma, comme on a vu... on a mangé là, de ce style de film-là. En tout cas, bref, moi, j'ai pas été convaincu. Pas en tout. Pour ma part, le personnage de Tomb Raider, je le connais depuis que je suis tout petit. J'ai joué à quasiment tous les jeux qui existent de Tomb Raider. C'est pas à la base une saga que j'aimais, que je trippais intensément. J'aimais beaucoup le principe de voyager et d'explorer des régions inhabitées, tout ça. Et tu te rappelles-tu quand on se bat avec un T-Rex? Oui! Un peu absurde, mais en tout cas. Ouais, effectivement. Reste que j'aimais beaucoup l'univers. Et quand ils ont décidé de faire un reboot de l'univers des jeux il y a quelques années, j'ai trouvé incroyable le travail qu'ils avaient fait là-dessus. Ils avaient fait un personnage. Il avait retravaillé sa personnalité parce que c'est une nouvelle Lara Croft qui a un peu d'expérience, qui apprenait sous le tas et qui était incroyable en soi et plus réaliste aussi. Et dans ce cas-ci, c'est ça que je m'attendais dans le film. Et à certains égards, c'est ce que j'ai reçu. Mais dans l'ensemble, c'est sûr l'actrice n'apporte pas l'essence même du personnage au complet. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis de côté ou qui sont mal représentés dans le film. Reste qu'Alicia Vikander, c'est une actrice que je trouve vraiment bonne à la base, qui est en pleine montée en ce moment à Hollywood. Elle fait de plus en plus de films et je la trouve très jolie aussi en soi. Et contrairement à Angelina Jolie, oui, elle avait une prestance, cette actrice-là, je l'accorde. Et pourtant, le deuxième film de Tomb Raider avec Angelina Jolie, je ne l'avais pas vraiment aimé. Reste qu'en soi, elle avait une bonne prestance. Dans ce cas-ci, c'est sûr, il manque de prestance à l'actrice, Alicia Vikander. Mais dans l'ensemble, je la trouve plus réaliste que Angelina Jolie dans l'ensemble de l'univers de Lara Croft. Mais effectivement, ça aurait pu être mieux comme performance, ce qui est un peu décevant du film en soi. Donc, pour continuer à parler du père qui est joué par Dominic West. Là, j'ai avec Max pour commencer. Oh mon dieu, que c'est mal casté comme personnage. Mon dieu, qui est pas crédible. C'est épouvantable. J'aurais pris n'importe qui d'autre. Je pense que ça aurait été mieux. Je veux dire, j'y crois pas que c'est un aventurier. J'y crois pas. Pour vrai, il y a pas la face, il y a pas le profil d'un aventurier. Pour moi, j'y ai pas cru 2 secondes. Puis mon dieu, qu'il surjoue. C'est peut-être ces expressions faciales qui m'ont pas convaincu. Mais dans l'ensemble, pour vrai, c'était vraiment, vraiment, vraiment ordinaire. Moi, je comprends même pas pourquoi ils ont cassé cette personne-là. Dès que j'ai vu ça dans la bande-annonce, à l'époque, j'avais fait « Ah, pas sûr ». Ben, c'est ça. Ils ont confirmé mes doutes, puis vraiment, même lui, je trouve qu'il joue mal dans ce film-là. Là. Moi, tu vois, je suis tout le contraire de toi. Je trouvais comparativement à Alicia Vikander, Dominic West, qu'on est habitué de voir faire des méchants aussi, mais j'ai bien aimé. Il amenait quelque chose de différent. Il me faisait croire à ses émotions. Sauf que c'est moins les personnages qui m'ont marqué dans ce film-là. Ben, même dans les jeux, les personnages secondaires sont plats. Mais là, le film... Moi, c'est surtout dans ce film-là, j'ai aimé les deux méchants. Ok, on va reparler bref. Pour finir avec le père, j'ai pas tant trouvé que la tête est mal castée. Effectivement, il est pas le plus crédible en matière d'exploration, on s'entend. Surtout avec ses cheveux longs à la fin, qu'on va reparler. C'est comme si ça me faisait croire qu'Adam Sandler il faisait des trouvailles. Un film d'action. Ouais. À la mission impossible. Remarque, ce que j'ai aimé par contre du personnage, et ça c'est vraiment... c'est mon côté soucieux du doublage québécois. J'ai beaucoup aimé la voix qui a été choisie par le père, qui est Gilbert Lachance, qui est un des plus grands doubleurs québécois, qui fait entre autres la voix de Johnny Depp dans tous les films de Johnny Depp. Et j'aime beaucoup sa narration, parce que c'est lui qui fait le personnage, c'est lui qui fait la narration dans le film de Tomb Raider, à travers des cassettes qu'il a laissées à sa fille. Et j'ai beaucoup aimé cette narration-là. Pour le personnage en soi, c'est correct, mais c'est surtout la narration que j'ai appréciée du personnage. Effectivement, il manque un peu de crédibilité quand on vient au moment vers la fin du film, quand ils sont sur l'île. Mais du côté d'être un père, je trouve qu'il le représente bien. Oui. Il y a une face pour être un père, c'est ça, faut lui donner. Mais j'ai aimé la narration du film faite à travers les cassettes. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'est pas
c'est pas quelque chose qui est très marquant en soi comme personnage. Et on fait un tour d'horizon avec Mais dans Dominic West, moi, je retrouvais beaucoup mon père en moi. Ah ouais? Puis c'est pour ça que je l'ai aimé. Moi, j'ai pas de père. Pauvre Max, il est né sans père. C'est miraculé. Bref, on parle du méchant, du film Le Grand Méchant qui est joué par Walton Goggins. Je vais laisser Alexandre commencer. Moi, tu vois, comme je l'ai dit, j'ai adoré. Il a fait le film à lui seul. Et ensuite de ça, tu rajoutes Kristen Scott Thomas avec Anna Miller. Ces deux-là ont fait le film à eux deux. Sans eux, ce film-là aurait été un navet. Et puis, dans toute sa performance, que ce soit, au début, tu veux croire qu'il peut être de ton côté, mais tu vois où le penchant se fait, où le gain, l'appât du gain se fait, et tu comprends que tu dois le déjouer. Et il est excellent. C'est l'acteur qui fait le film, Walton Goggins. Moi, j'ai bien aimé sa performance. C'est la performance du film. Fait que Max? Moi, j'ai trouvé ça pourri. Non, mais je m'excuse. Mais pour vrai, je comprends même pas qu'est-ce que t'as trouvé crédible dans le personnage. Il y avait tout le temps la même maudite face à chaque scène. Je trouve qu'il manquait d'âme. Une face baveuse. Ouais, oui, il y a une face bizarre, mais ça fait pas de lui un acteur. Pour moi, j'ai trouvé ça. Je sais que je le trouvais pas. J'ai vraiment eu l'impression de voir les mêmes méchants que j'avais pu voir dans les deux autres Tomb Raider. Je suis méchant, je suis evil. Regarde, je peux être surprenant en tuant quelqu'un au hasard. Pour moi, c'est pas être méchant, c'est juste être stéréotypé à l'os. Pour moi, c'est du cliché par-dessus. Je considère que l'acteur est capable de jouer. On l'a vu dans plein d'autres œuvres. Puis c'est un bon acteur. Moi, j'ai l'impression qu'il a juste été mal dirigé par le directeur. Parce que le directeur devait être complètement sous pendant le tournage. Parce que qui risque qu'il n'y a pas d'armes, ce film-là. Mais non, dire qu'il était meilleur que lui pour faire réaliser le film. Ben, probablement. Puis ça, j'aurais une caméra dans le cul. En tout cas, vas-y. Ben écoute, moi j'ai apprécié le méchant. C'est un acteur que j'ai déjà vu en méchant, puis il a la gueule pour, on s'entend. Ouais. Surtout, c'était dans sa mimique de son visage. Mais la personnalité du personnage, dès qu'on le voit introduit dans le film, on sent tout de suite qu'il y a une ambiguïté, comme tu as mentionné, Alexandre, à savoir s'il est gentil ou méchant. Et c'est sûr, il joue le stéréotype du méchant, comme Max a dit. On s'attend le méchant, le mercenaire qui a une mission, qui veut voler la relique, un peu comme dans les vieux Indiana Jones ou dans les autres Tomb Raider. T'as le méchant qui a son but, c'est être le plus puissant. C'est sûr. Reste que c'est lui qui a en quelque sorte sauvé un peu le film parce que moi je trouve qu'il fait une bonne performance quand même en termes de méchant. À la fin, c'est quand même mou comme performance, mais je dirais qu'à son introduction, puis dans les premières scènes qu'on le voit, il y a une bonne prestance quand même dans son rôle de méchant, mais ça se gâte rapidement à la fin dans les dernières scènes d'action du film. Pour l'ensemble, tu as dit quelque chose? Sa performance est meilleure que celle de Dominic West et surtout celle d'Alicia Vikander. Ça, on se le cachera pas. On peut le voir comme ça. On va être du côté de l'appréciation générale du film. Je vais laisser Alexandre encore une fois commencer. Alexandre, quelle est ton appréciation générale du film? Je reste toujours avec la comparaison avec les vieux. Pour moi, ça fait partie des films de mon enfance, les vieux Lara Croft avec Angelina Jolie. Et j'ai été passablement déçu de celui-là. Oui, plus réaliste. Et là, si on est non-spoiler, lorsqu'on arrive à la conclusion, lorsqu'on comprend qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur cette île, on voit le réaliste là-dedans également. Mais ça reste que la performance en général de tout, à part le réalisme, n'est pas là. D'accord. Max? Pour moi, c'est du navet. C'est dans les pires films que j'ai vus cette année. Pour vrai, j'avais pas d'attente, puis justement, il les a pas rejoints non plus. Pire que Cloverfield? Non. Faut pas exagérer, là. Cloverfield était épouvantable, là. Ce film-là, au moins, il a le mérite de... Il y a le mérite. Des beaux bateaux. C'est ça. Il y a vraiment des beaux bateaux. Écoute, c'est un ramassis de clichés, ce film-là. C'est épouvantable. Le méchant, j'y crois pas. Le personnage, j'y crois pas. Sa douleur, j'y crois pas. Ici, on essaie de faire des clins d'œil au jeu, mais au contraire, on essaie juste de faire une copie pâle de certaines scènes. Pour moi, c'est du ramanché. J'ai eu l'impression de voir ce film-là 20 fois. C'est comme un Pirate des Caraïbes poche. C'est comme si Indiana Jones avait décidé qu'il préférait faire sa quête en chaise roulante tellement que c'est mauvais. C'est pénible comme film. Asti que c'était long. Pour vrai, là, j'aurais préféré regarder un menu chinois pendant 20 minutes qu'écouter ce film-là. Mais je suis honnête, j'ai trouvé ça tellement terriblement mauvais. Je comprends même pas qu'on peut apprécier quel que ce soit ce film-là. C'est... Pour Alicia,
pourquoi t'as fait ça? Je t'aimais, moi. Ben, tu vois, je crois que c'est le style de film que tu vois une fois et que tu ne revois pas comparativement aux vieux Lara Croft. Que je le réécouterai pas. Ça, je peux te le garantir. Les vieux Lara Croft, tu peux les réécouter. Non, mais tu sais, je veux dire, qui aime ça avoir des boutons sur le bout du pénis, mais ça va faire pourquoi je voudrais écouter ça encore. C'est comme tu as dit la semaine passée, je t'invite pas à avoir un cancer, là. Bref, pour ma part, en fait, en parenthèse, je serais curieux de savoir quand tu as écouté, dans quel contexte. J'ai comme l'impression que t'étais comme une gueule de bois, quelque chose du genre. Un dimanche soir, tranquille dans mon lit, que j'avais rien à faire. Ah, super. C'est ça. Il n'y avait pas plus à faire pendant non. les 2 heures que Le 2 était pas mal plus intéressant. Pour mon avis, moi je suis un grand amateur de la saga comme j'ai mentionné et j'aime beaucoup la nouvelle version qu'on fait et je m'attendais à quand même beaucoup de points communs. Et en tout dans la bande-annonce, on voyait plusieurs éléments qui montraient qu'ils voulaient vraiment s'approcher de la version des jeux vidéo. Et de ce côté-là, j'ai quand même eu des belles références dans l'ensemble, mais il y a beaucoup de choses qui sont fades ou qui ont été peu développées ou qui sont un peu mal développées en soi. Et il y a des scènes aussi qui sont un peu mal justifiées en soi, on en parlait côté spoiler. Et le casting, dans l'ensemble, il est un peu pâle. Oui. Il aurait fallu un peu plus de renforcement de ce côté-là, un peu plus de travail, je crois. Pas nécessairement parce que c'est un mauvais casting en soi, contrairement à ce que Max dit, qui aimerait ça brûler ce film-là. Mais il y avait quand même des bons choix d'acteurs. C'est juste que je pense qu'il y a un côté mal dirigé. Je pense que c'est entre autres la faute du réalisateur. Je pense c'était pas le meilleur choix faire ce film-là, je crois. Tu sais, tu donnes pas un minimum d'âme à ton film. C'est clairement un gars qui a dit hey, tu percer le marché américain? Bon, ben viens-t'en, on va te faire un film que personne n'attend. Ah, ok. C'est ça qui est arrivé. En quelque sorte, je pense que c'est ça aussi qui est arrivé. Dans l'ensemble, j'ai quand même passé un moment agréable à l'écouter. Mais c'est un film que je serais pas tenté à écouter. Je l'ai écouté pour l'occasion, pour le podcast, mais je pense pas l'écouter. Ben, quand t'es sorti de la salle, t'avais-tu aimé ça? J'étais mitigé. Oui, mais je me souviens. C'est la fin qui m'a mitigé en soi. Le début, j'avais quand même apprécié avec la narration, comme j'ai dit, du père. Mais c'est la fin qui m'a rendu mitigé beaucoup. Et quand je suis sorti de là, je me suis posé des questions. Et c'est pas un film que. Tu sais, je fais comme c'est un bon film. Je dirais que c'est correct, ça passe un bon moment, c'est tout. On avait été le voir ensemble, ça nous avait fait jaser à la sortie du cinéma, si tu t'en souviens. Là. Oui, on avait jasé, effectivement. Et donc, mais là, je pense qu'il faut vraiment plus en parler en détail pour comprendre notre ressentiment. On va être du côté spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, et là, on va parler en détail du film, parce qu'on en a beaucoup jasé, il y a beaucoup de choses qui nous ont dérangé, et je pense que c'est important d'aller en détail pour bien comprendre. Donc, on voulait pas le spoiler, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film qui peuvent spoiler le film, évidemment. Donc, on va rentrer en entrée de jeu, je crois, avec l'introduction du film. Je crois que ce serait une bonne mise en contexte. Dans fond, l'introduction qui est comme la course en vélo, je crois qu'on peut mentionner. Ouais, avec la canne de peinture. Là. La canne de peinture. Je veux votre avis sur cette introduction-là, Max. Ben, moi, j'ai trouvé ça particulièrement cliché. Souvent, quand on voit des films de personnages qui vont avoir comme une grande aventure, ils aiment ça nous montrer dès le départ que ce personnage-là est débrouillarde, qu'elle va être capable d'affronter n'importe quoi qui va arriver devant elle. C'est vraiment là, tu sais, le gars indien qui est comme qui veut pas oser demander. Ouais. C'est ça, là, on a vu ça combien de fois. Je trouve ça tellement. Je comprends même pas. Il y a un scénariste qui travaille là-dessus et qui se dit Colin, on n'a jamais vu ça avant. Mais non, ça va fitter. Ben, c'est ça. C'est ça, là, c'est du cliché, là, les toppers. Je trouve que. C'est plate que j'ai pas de comparaison qui me vient en tête, mais on a vu ça 1000 et 1000 fois, là. Montrer à quel point quel personnage est bon dès le départ, là. Moi, tu vois, j'ai bien aimé parce que je trouvais que ça faisait d'elle quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un qui a un job étudiante, si on peut appeler ça comme ça. Qui sort une boîte de pick-up. Ouais, mais... Très ordinaire. Mais, oui, peut-être, mais d'un autre côté, le réalisme vient de là. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les films avec Angelina Jolie. Il y avait beaucoup de nouveaux éléments dans ce film-là sur Lara Croft. C'est ce que j'ai bien aimé. Je suis bien d'accord. La scène, j'ai trouvé ça intéressant. J'étais surpris d'une poursuite en vélo. C'était quand même surprenant comme scène. Effectivement, il y avait quelques clichés. Mais j'ai aimé la scène. Puis j'ai aimé dès le début qu'on montrait que, tu sais, contrairement à Angelina Jolie dans ses films à elle de Tomb Raider, elle avait l'air quasiment parfaite dans le sens qu'elle réussissait tout ce qu'elle en prenait. Dans ce cas-ci, elle perd son combat au début dans son combat de boxe. Puis après, elle se pète la gueule en vélo. C'est pour montrer que oui, elle a des compétences, mais en même temps,
elle est pas parfaite, là. Normal. Elle est normale, voilà. J'ai aimé ce côté-là de tout le temps remonter la pente. Donc j'ai aimé ces trous-là. Puis ça amène directement au contexte du film où, que, dans le fond, son père a disparu depuis plusieurs années. Puis là, elle doit signer les papiers pour déclarer qu'elle est morte. Parce que dans le fond, je voulais mettre en contexte le film tantôt. D'habitude, je fais un résumé. Mais dans le fond, on suit le personnage de Lara Croft quelques temps après la disparition de son père. Et la famille Croft, c'est une famille riche à Londres. Oui. Et il possède une grande compagnie. Et elle est la seule héritière de cette compagnie-là. Et en signant pour dire que son père est mort, elle devient la propriétaire. Mais elle veut pas le faire parce que ça va dire que son père est mort. Puis elle veut pas l'accepter. Et dans son héritage, elle reçoit un cadeau. Une boîte qui permet de découvrir que son père est peut-être vivant. Et c'est là que l'aventure commence. Et je sais pas si vous avez aimé l'espèce de base secrète de son père là, qui était dans les tombeaux. Ah, moi, j'ai adoré. Ouais. Moi j'aime ça, ces trucs-là cachés. J'ai comme pas d'opinion, genre. Moi, j'ai adoré parce que lorsqu'on est jeune, on espère tous que avoir nos quartiers secrets, avoir que ces trucs secrets-là à la Indiana Jones, à la Lara Croft existent ou sont possibles. Et moi, c'est ce que j'ai aimé me dire. Hey, tu sais, cela pourrait être chez nous. Effectivement, je suis très d'accord. J'ai beaucoup aimé le concept de. J'aime ça, les cachettes, tout ça. J'ai goût d'aller dans une direction. Max, parle-moi d'une scène qui t'a marqué, autant négativement que positivement. La scène de l'avion, avec la rivière. Et qu'elle est sur l'île, ouais. Ouais, elle m'a marqué négativement dans le sens que je l'ai vraiment vu comme un. Est-ce qu'on peut dire plagiat si ça vient chercher ce que le jeu faisait à ce moment-là? Vu que c'est une interprétation du jeu, je peux pas dire que c'est du plagiat, je pense. Moi non plus. Non, c'est ça. J'ai trouvé que c'était facile dans le sens que. Tu sais, je pense qu'à vouloir faire plaisir aux fans, tu finis par oublier. Tu dilues ton produit. On a un nombre de fois qu'on a vu des films qui essayaient trop d'être fidèles, comme je me rappelle de Silent Hill, je trouve que c'est un meilleur exemple. Le film est ultra fidèle au jeu, mais en bout de ligne, on avait l'impression de regarder un jeu au lieu d'un film. Ouais. C'était un peu des éléments que je retrouvais dans ce film-là, et cette scène-là, je trouve que prouve tout à fait mon point. Je veux dire, visuellement, c'est beau, là. Je veux dire, c'est bien fait, les effets spéciaux sont au rendez-vous. Ouais. Moyen, mettons, là, mais genre, même à ce moment-là, je trouvais que c'était du. Je trouvais que ça n'a pas d'âme. J'ai l'impression que ce film-là, tout le long que je l'ai écouté, j'étais pas capable de m'attacher à Lara Croft, j'étais pas capable de m'attacher à aucun des personnages parce que je les trouvais trop stéréotypés. Puis, je trouve que, vu que le film n'a même pas des directions artistiques, tu sais, même la photo est très ordinaire. Pour moi, cette scène-là prouve que ce film-là est plein de failles. Là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alexandre? Moi, comme je te dis, il y a la scène. Il y avait certains cascades que Lara Croft fait, un peu comme Angelina Jolie, qui sont dénaturées. Mais la scène de l'avion, c'est correct. Si ça arrive, c'est des choses qui vont arriver. Mais moi, personnellement, la scène que j'ai beaucoup aimée, si je peux répondre à ta question, c'est dans le tombeau. Ce qui s'est passé dans le tombeau, lorsqu'on comprend, et t'as dit qu'on pouvait que c'était spoilé, lorsqu'on comprend que c'est la grippe noire, une de ces maladies là qui a vraiment existé, c'est là que je me suis dit qu'on a vu le réalisme. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est surnaturel comme avec ceux d'Angelina Jolie, mais que la conclusion, ce qu'elle recherchait dans le fond, c'était quelque chose qui était réaliste, qui est déjà arrivé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et le sacrifice du père, je m'excuse, c'est touchant. Moi, j'ai trouvé ça touchant. Ça vient chercher mes émotions. Je suis un grand sentimental. Puis c'est le moment qui est venu me chercher. Et c'est la scène que j'ai vraiment. Mon Dieu, j'étais pas impliqué comme vous autres. Pour la scène du tombeau, j'aimais ça me rappelait les scènes de la Indiana Jones qui fouillent des tombeaux. J'aime toujours cette partie-là des films d'aventure où ils rentrent dans un endroit sombre qui doivent explorer, puis il y a plein de pièges à résoudre. C'est toujours intéressant à voir. Je dirais qu'ici, quand même, les étapes des énigmes sont pas incroyables en soi. C'est très jeu vidéo. Moi, j'ai aimé les énigmes, un peu comme Indiana Jones. J'ai adoré les énigmes. Je trouve que étaient un petit peu plus réalistes que ceux avec Angelina Jolie. Le mot à retenir, c'est réaliste. Ouais, c'est le mot-clé, je crois. Mais j'ai bien aimé cette partie-là aussi. Moi, c'est sa fameuse scène où ils sont dans une salle, puis le plancher disparaît du tombeau, puis ils doivent mettre des plaques de couleur. Il faut qu'ils mettent la bonne pour que ça arrête. Puis ils essayent tout, puis ils commencent à stresser, puis quasiment plus de sol.
j'ai un peu de misère avec cette scène-là, Oui. comme Ouais. concept de piège. Même si la résolution, je me disais, comment tu peux avoir pensé à ça quand t'es sur le bord d'une chute? Ah. Je veux dire, pas une chute d'eau, là, on Ouais. s'entend là, de tomber là, dans le néant. De Là. crever. Ben, c'est dans les jeux vidéo, c'est la force de Lara Croft, elle est capable de réagir spontanément aux énigmes, puis de faire ça rapidement, parce qu'elle est très brillante comme personnage. Puis il mentionne un peu au début du film, elle dit, je suis capable de retenir les choses sans le vouloir, parce qu'elle a une bonne mémoire, puis elle a une bonne intelligence. C'est juste que dans le début de l'univers, elle se force pas. Et c'est une des choses qui m'a énervé du film d'ailleurs, c'est que dans l'univers des jeux, entre autres, elle comprend plusieurs langues, puis elle connaît beaucoup de choses en matière d'histoire. Et dans ce cas-ci, on la voit un peu perdue, ce qui m'a un peu dérangé. Elle sait que c'est des énigmes, c'est elle qui ouvre la fameuse porte du tombeau, mais dans l'ensemble, on voit que c'est survolé, que c'est peu mentionné. Ce qui Mais m'a vous avez pas chicoté trouvé- beaucoup. Vous n'avez pas trouvé que son évolution était comme trop drastique? Genre que c'est quasiment de A à B d'un coup, genre? Ben, Moi, je peux comprendre d'où il vient. Je peux comprendre que l'évolution se fait drastiquement. Il aurait dû nous la mettre les 2 points un petit peu plus proches. Mais j'ai pas cru son instinct de survie. Genre, j'ai pas cru que tu peux venir aussi habile avec des armes, que tu peux devenir aussi. Comment je pourrais dire? Tu sais, je sais pas. Oui, c'est qu'elle fait. Au début, si je peux expliquer ce que tu tentes de dire, c'est qu'elle faisait un peu de nounouche, dans le sens que il y a certaines choses qu'elle savait pas faire, et puis du jour au lendemain, elle arrive à faire ces choses-là. Mais si on pourrait expliquer ça par l'instinct de survie. Ouais, ben c'est ça, mais j'ai pas cru à son instinct de survie. C'est con, hein? Max a bien eu de la misère. Ah ouais. Je vais mentionner 2 choses. J'aimerais tellement être capable comme vous autres de faire comme ah ouais, non, c'était correct. On va donner des cours, on va te coacher. Le positivisme sans. D'ailleurs, on va parler d'une scène que ouais, par Mathieu Bellec, ouais. Une des scènes que tu m'as parlé pendant ta chronique à mon émission qui t'a beaucoup dérangé, c'est la poursuite dans le port à Hong Kong quand elle s'est volé son sac. Ça t'avait fait beaucoup réagir. Ben, c'est pas compliqué. J'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu 1000 fois. Oui. Tu sais, juste pour montrer à quel point que le personnage va être capable de Réagir. réagir à une situation qui va amener à une conclusion, qui va rencontrer une personne qui finalement va comme devenir un sorte de mentor, qui est pas un mentor, mais qui va l'aider, mais qui va, tu sais, en tout cas, vous comprenez où je vais en venir. Ouais. Puis je trouve que on applique ça, on a tellement appliqué ça à tous les sauces. Cette scène-là aurait pu être un singe qui vole un sac, ça aurait été semblable. Mais c'est la scène, la raison d'existence de la scène, c'est qu'elle rencontre la rencontre du personnage de Louren. Ouais, mais. Fait qu'il fallait qu'elle se fasse voler son sac pour Ouais. ce développement-là, quel hasard! Je pense qu'il fait qu'il trouve un moyen de la faire réunir parce qu'elle savait pas exactement où était le personnage, puis il fallait comme une logique qui serait simple. Ouais. Mais elle aurait cherché. Ouais. Mais Puis elle était dans la bonne place, là, elle était Mais au je port. pense que ce qu'ils ont voulu montrer à travers le film, c'est que le personnage était capable. D'un, il faut mentionner que c'est une femme. oui. C'est pas quelque chose de commun dans les films d'action de voir une femme comme personnage principal. On en voit de plus en plus, Ben, comme c'est vrai. les films de super-héros. Ouais. Et effectivement, comme les films de super-héros, on commence à en voir comme Wonder Woman, mais c'est encore limité. Et dans ce cas-ci, ils veulent montrer qu'elle est une femme qui est capable de se débrouiller, qui est forte, intelligente, et qui peut réagir à n'importe quelle réaction. C'est un peu comme le personnage de Tomb Raider, de Lara Croft. Ici, ils veulent nous le montrer avec la course-poursuite dans le port. Effectivement, c'est cliché. Effectivement, c'est déjà vu. Mais en mettant, on voit ses compétences. J'ai mis la fin de la poursuite qui a un ralenti, qu'elle saute sur un crochet. Puis elle change de bord. C'est typique de l'univers de Tomb Raider. Une chose qu'elle avait accroché. Une chose- Ouais, ben c'est ça. C'est parce que Il dans- sort d'où? Parce que dans un jeu vidéo, ça passe parce que c'est un choix de gameplay. Ouais, Là, ben un jeu vidéo est supposé d'être moins réaliste d'une certaine c'est manière ça, même qu'un. dans son réalisme. Là. Ouais. Mais dans un film, il y a des choses qui ne passent pas. Tu peux pas tout le temps nous faire croire que c'est dû au hasard. Ouais. C'est trop too much. Tu sais, il y en a un c'était un de mes professeurs d'art dramatique qui m'avait expliqué ça. Il me dit, quand tu vas voir Star Wars, tu te poses jamais de questions à te dire, voyons donc, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Pourquoi dans un film d'action, quand quelqu'un fait une cascade un peu trop illogique, on se pose la question en se disant, voyons, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que tu crois pas à l'univers à ce moment-là. Ben t'es pas supposé de te poser une question, c'est ça que pas tu dis? censé- souvent, on l'a vu souvent dans les films, quand on se pose trop de questions, c'est jamais bon signe en partant. Faut que tu crois à l'univers que tu vois à l'écran, genre. Et ça a été un des problèmes. Je crois que c'est. Ouais, effectivement, on On n'en y a parle pas pas. autant dans le film qu'on voudrait. Parce qu'il y a vraiment des temps longs aussi dans le film, là. On peut pas le nier, il y a vraiment des longueurs. Oui.
Ouais, il y a des longueurs, effectivement. Quand elle arrive sur l'île, là, puis elle se fait kidnapper, là, c'est long avant qu'il se passe de quoi puis qu'elle s'enfuit. Là. Puis encore une fois, à ce moment-là, c'est tout synchronisé parce que genre quand elle réussit à s'enfuir du camp avec son ami chinois l'aide à s'enfuir, il assomme un garde, après il pète une corde, la corde frappe l'autre garde, puis là elle peut s'en aller. C'est un peu trop aussi de chance. Le hasard, puis il y a un truc qui va... C'est typique au film d'action américain, mais le chinois il vole une mitraillette, puis il commence à tirer avec, puis il peut tirer à peu près 3 cartouches de balles avant de faire comme ah, j'ai plus de balles. Mais tu sais, il a pas ramassé de chargeur, il fait juste genre Arrête, c'est limité. Ben oui, des fois, tu sais, il explique que c'est juste, mais dans ce cas-ci, j'ai tout vu le problème. C'est un petit truc qui m'a chicoté. America. Mais pour revenir au tombeau, avec la découverte du sarcophage, que finalement c'est pas mystique, c'est quelque chose aussi qui m'a chicoté, dans la mesure que dans l'univers de Tomb Raider, il y a un côté mystique. Ouais, même dans le dernier, là, tu sais, pis Ouais. ils font pas un... Tu sais, il y a pas un gros point sur ça. Mais C'est présent. au début, c'est ça, tout ce qui est autour de la princesse, le mythique est là. Sauf que c'est après ça, l'explication du tombeau, moi j'ai bien aimé ça. Ce qui rendait un peu le mythique réaliste, mais il y avait toujours l'aspect mythique que moi je me fais, tu sais, c'est quelque chose de mythique, de plus grande nature. La conclusion, puis finalement, la petite twist réaliste, moi c'est ce que j'ai apprécié. C'était surprenant en soi, effectivement, ça m'a surpris. Mais en étant un grand fan de la saga Tomb Raider, comme Max aussi, je pense que c'est quelque chose qui était un peu comme... un peu bof en soi, un peu plate. Dans ça aurait pu rester un peu surnaturel, ce qui mentionne dans la série Tomb Raider, puis ça ajoute son charme. Pas un peu comme les vieux films de Angelina Jolie où que c'était omniprésent, le surnaturel, que ça peut devenir un peu agaçant à la longue. Dans ce cas-ci, ça peut être bien amené, mais j'ai quand même été surpris. Et ça faisait une fin assez surprenante en soi pour le tombeau. Par contre, pour le méchant à la fin, avec le combat, je trouve ça un peu comme je dirais... redondant. Là. Ouais, redondant, mais aussi mou, comment il meurt à la fin. C'est assez poche comme manière, parce qu'ils se battent au corps à corps, Lara Croft puis le méchant. Ouais, pis la façon qu'il te bat, là, qu'il abat, là... Mais il entend comme une explosion, fait qu'il y a comme eu un délai même entre l'explosion puis le moment qu'il tient par la gorge. Ou c'est un couteau qu'il y a sur... En tout cas, je sais plus. Puis il fait juste regarder la tête dans les airs, puis là, il a le pogne, tu sais, c'est... Mais ça, c'est typique aussi, encore une fois. Lisse. Excusez, c'est Non, sorti mais ouais, c'est un classique des films d'action qu'il y a quelque chose qui distrait le méchant avant qu'il le tue. Puis qui se tue. Parce que même du début, quand il est introduit le méchant, il y a à plusieurs reprises de la possibilité de la tuer, mais il la tue pas. Parce que tu sais, il veut la garder comme outil. Otage, comme prisonnière. Voilà. Puis c'est encore très stéréotypé. Puis c'est souvent le gars qu'on voit dans les parodies, c'est le méchant il capture le gentil, il le laisse là, puis il dit il va finir par mourir tout seul dans mon piège. C'est correct, je m'en vais, je peux poser mon équipe, il va être mort de toute façon. Comme dans les vieux James Bond, que James Bond il est attaché dans un bassin avec des requins, puis ils font bon, ben c'est sûr qu'il est mort, on s'en va. Puis il s'en allait, puis James Bond avec sa montre, il se détachait, puis il s'en allait. Ouais, effectivement. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du film. J'ai juste pensé à un dernier élément du film, puis après on va aller à notre note. C'est la touche finale du film, que moi je m'y attendais parce que je connaissais l'univers de Tomb Raider puis les personnages. Qu'on apprend que finalement le grand méchant du film c'est la tante de Lara Croft. Il voulait hériter de l'argent. Oui. Elle voulait hériter de l'argent puis elle était membre de la Trinité qui est l'associé au père dans le fond, ouais, c'est plus l'associé au père. Puis qui est membre de la Trinité, dans le fond c'est le grand punch du film parce que c'est le méchant qui est censé faire la saga. Si on a d'autres films, c'est censé être le grand méchant. Si parce que là il est un peu introduit, on a eu quelques éléments mais je m'attendais à la tournure, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse pour vrai, mais quand j'ai vu le personnage de l'associé, je le connaissais ce personnage-là, fait que je me suis dit ils peuvent le faire, puis ils l'ont fait. J'ai aimé ça parce que c'est très représentatif de l'univers de Tomb Raider, puis c'est une belle tournure dans le jeu. Ça me surprend comment on se fait traiter par un de nos plus grands alliés. Donc j'avais bien aimé ça. Je sais pas ce que ça avait pensé de cette tournure-là en soi. Moi j'ai adoré cette twist-là. C'est dans le fond la twist toujours jusqu'à la fin, la possibilité, cette possibilité-là qui revient dans plusieurs films et cette twist finale. Parce qu'on peut à partir lorsqu'elle s'en va du tombeau, tu peux te dire ben ça va être calme. Ouais. Mais non, la petite twist qui vient te chercher et qui fait te dire to be continue. Qui donne envie à Max de voir la suite. Max me regarde comme quoi? Ouais. Je peux te garantir, je n'irai pas le voir. Prochaine question, c'est ça que tu veux dire? Next. Bon, donc on va à la note, parce qu'on est rendu à ce moment-là. Ça marche comme... on donne une note sur 5 étoiles, on peut donner des points 5 aussi. Je l'ai déjà mentionné Alexandre, je vais juste le répéter. Et je vais te laisser aller, c'est quoi ta note?
Moi, j'ai 2.5, mais il y a aussi une scène que t'as oublié, c'est lorsqu'elle achète ses fusils. Ah, la scène à la fin, ouais. C'est quelque chose qu'on Un avait... clin d'œil, là. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les films avec Angelina Jolie. On comprend d'où viennent les fusils. Ouais. Ça, c'était une... C'est une image, c'est emblématique du personnage, effectivement. Il faut dire que dans le point de vue d'Angelina Jolie, elle était déjà Lara Croft, tu sais. Ouais. Elle avait son équipement pis tout, pis ouais. Mais Effectivement, 2.5 sur 5, tout simplement parce que le casting est mauvais. Alicia Vikander est pas plus grande que nature. Elle est réaliste. En restant réaliste. J'aurais voulu une actrice qui est réaliste, mais avec une aura autour d'elle qui devient plus grande que nature. C'est ce qui manquait. Et c'est là que j'ai décroché. D'accord, Max? 1.5 sur 5. Écoute, c'est un film qui a pas d'histoire, c'est un film qui a pas de bons acteurs, c'est un film qui a pas de réalisation, c'est un film qui a pas de scénario. Et le film est rempli de problèmes. Le film aurait pu s'appeler Lara Problème Croft, ça aurait été pareil. C'est épouvantable. Bref, pourquoi t'as écouté ce film-là? J'avais espoir. Pour vrai, j'avais aucune attente. Tu sais, quand on était allé voir une solo, j'avais aucune attente. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Puis ce film-là aurait pu faire pareil, mais non. Mais quel est le positif? Si tu as dit 1.5, il y a des trucs de positif? Il y a des beaux bateaux. Mais c'est parce que c'est... Pour moi, mettre faut que ça soit tellement mauvais que c'est juste... Je serais sorti de la salle, mettons. Il y a une navet extrême, là. Ouais, c'est ça. Mettons... Dragon Ball Révolution, je serais sorti de la salle puis je t'aurais donné un à ce film-là. Ouais. Mais ça, c'est juste vraiment pas bon. Mais ça se finit, tu sais. Pour ma part, je suis dans la même lignée que Alexandre. Je donne un 2.5 sur 5 à ce film-là. C'est un film qui s'écoute bien un dimanche après-midi pluvieux. C'est un film d'action divertissant en soi, mais il faut pas avoir de grosses attentes. Et surtout, si on connaît pas l'univers, je pense que ça se prend mieux que si on connaît l'univers de Tomb Raider. Surtout aussi si on a comme pas vu les anciens films, ça peut être intéressant. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de défauts, comme on a mentionné. Je refais pas la liste encore. Mais dans l'ensemble, le film a beaucoup de défauts. Je dirais qu'en grande partie, pour ma part, c'est la réalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de défauts qui ont été créés à cause de la réalisation du film. Reste qu'il y a d'autres défauts, entre autres, côté casting. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal ça. J'ai aimé par contre les décors du film. J'aime ça voir des films quand on voyage. Autant l'île, qui est quand même intéressante et exotique, mais autant quand elle voyage à Hong Kong, qui est à Londres, tout ça. J'ai aimé voir du voyage. C'est ce que j'avais aimé de la première saga de Tomb Raider avec Angelina Jolie. Elle voyage, elle voit du décor. Ça, j'aime beaucoup ça. Et l'action en soi, dans l'ensemble, c'était quand même correct, c'était passable. La fin était assez molle, surtout le combat final contre le méchant. Mais bref, c'est ça. Il vaut un 2.5 sur 5 comme film. Et là, on est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre moi, Mathieu Belprévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Alexandre, on peut te suivre vous? Sur Facebook, je suis surtout sur Facebook. Tout d'abord, ma page personnelle à moi. Et avant de continuer avec moi, j'invite le monde à aller te suivre sur Facebook parce que c'est là qu'on va voir les toutes nouvelles bandes annonces qui s'en viennent pour le restant de l'année. Ça, c'est extraordinaire le travail que tu fais. Pour venir, ma page personnelle, Alexandre Dubois, et ma page privée, Alexandre Dubois Artiste. On peut m'écouter à CHAI. Je suis ton chroniqueur de sport. On peut m'écouter à Choc FM à Saint-Rémy aussi, des chroniques de sport. Donc à Choc FM, c'est lundi et vendredi matin à 9h35 et le jeudi après-midi autour de 4h35 et avec toi à 4h25. Parfait. On peut suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma. Vous pouvez nous suivre aussi sur les ondes du 101.9 CHAI les samedis soirs dès 20h. Et voilà, c'est déjà tout pour l'émission. On espère que vous avez apprécié le moment et je suis content que tu sois venu, Alexandre, pour une première fois. Ça fait plaisir et j'espère revenir. Et voilà, j'espère que t'es bienvenu, là. Et j'espère que ça peut venir full-fledged avant Hugo. Hugo est rendu à comme 20 épisodes, on est comme, t'es pas encore un mort, mais ça va venir. Hein. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de te recevoir, Alexandre. J'ai hâte de que tu reviennes à mon émission et on vous dit à tout le monde, restez à l'écoute. Ah yeah!